Il était une fois une voix retentissante et sensationnelle qui émerveillait les âmes, réveillait les consciences, réconfortait les infligés. Une plume saillante, somptueuse et triomphale qui dénonçait les violences, perçait les injustices et brisait les silences. L'exemple parfait du journaliste indépendant, professionnel et responsable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, 11 mai 2022, il est 6 heures, ou peut-être un peu avant. À Doha, l'agitation est à son comble à la chaîne qatari Al Jazeera. L'appel de Chirine Bouaklé, correspondante en Palestine, est vainement attendu sur l'antenne, d'un instant à l'autre. Peu à peu, le visage de ses collègues se crispe, l'air va-et-vient se multiplie et se démultiplie, et les regards se croisent et se décroisent sur fond d'angoisse et d'inquiétude lassante mais profonde, happée d'une peur sourde qui devient de plus en plus palpable. Sur le terrain, les vacarmes tumultueux, une foule terrifiée, assaillie, rôde, gigote autour d'un corps, gisant dans une mare de sang. Chirine s'apprêtait à couvrir un raid militaire israélien lorsqu'une balle, manifestement tirée par un sniper diablement rompu à l'exercice, vient se loger dans son crâne. Ni son casque de protection, ni son gilet pare-balles spécial presse, et encore moins l'équipe de secours immédiatement dépêchée sur le lieu ne la sauveront d'une mort imminente, sans aucune chance de survie. Ainsi, sous les regards impuissants des urgentistes, elle poussa son dernier souffle, cette fois-ci en silence, laissant derrière elle une famille anéantie, des parents désemparés, des frères et sœurs déboussolés et des amis aux abois. Ses collègues sont désormais amputés, ses admirateurs à présent sans voix, et la Palestine à jamais inconsolable. Chirine a été assassinée d'une manière sans aucun doute, barbare et abjecte, et son collègue Ali Samoudi fut blessé, et ce, dans l'exercice de leur noble profession, le journalisme. Pourtant, la liberté de la presse constitue une liberté fondamentale selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La protection des journalistes dans le cadre du droit international est nettement reconnue par toute une myriade de dispositions internationales, au premier rang desquelles la Convention de Genève de 1949, dont le protocole additionnel énonce explicitement dans son article 79 que les journalistes engagés dans des missions professionnelles dangereuses doivent être considérés comme des civils et protégés en tant que tels. Et puis la protection des journalistes est rappelée par maintes et maintes résolutions onusiennes portant sur la protection des journalistes et la lutte contre l'impunité. En outre, la déclaration de Medellín du 4 mai 2007 exhorte les États membres de l'UNESCO à enquêter sur tout acte de violence susceptible de porter atteinte à la vie des journalistes. De surcroît, la protection des journalistes est prévue par le traité de Rome de la Cour pénale internationale. Il convient d'admettre que ces conventions internationales sollicitent à l'heure actuelle une application immédiate et impérative, car elles ont été, pour la plupart, ratifiées par l'ensemble de la communauté internationale. Cela étant, force est de constater qu'il n'en est rien. Aussitôt après l'assassinat de Chirine, les autorités palestiniennes ont pointé du doigt l'armée israélienne comme seule et unique responsable. Les autorités israéliennes rétorquent et réfutent. La cacophonie est totale. En tout état de cause, l'indignation est universelle. D'un bout du monde à l'autre, les réactions sont vives. De part et d'autre, on condamne les crimes. Ici et là, on réclame une commission internationale d'enquête. Les responsables politiques, quant à eux, dénoncent, comme à l'accoutumée, un acte inqualifiable. Mieux encore, ils promettent la traduction de sauvages qui ont commis ces forfaits devant les juridictions compétentes, les uns au nom des droits de l'homme, les autres au nom de l'impératif de la protection entière et inconditionnelle des journalistes,
pilier incontournable de la démocratie et dernier rempart contre l'obscurantisme. Au fond, tout est vieux, vague, abstrait, ténébreux. Rien de concret, rien d'impératif, rien de décisif, rien de convaincant, rien d'apaisant, loin de là. Les variations rythmiques des réactions des responsables politiques s'apparentent à une prédiction passe-partout, une espèce de leçon périmée à force d'être récitée, tel qu'un superflu qui n'apporte rien. Et comment serait-il autrement? Avant Chirine, d'autres journalistes ont été sauvagement et impitoyablement abattus de sang-froid, égorgés, asphyxiés, assommés, empoisonnés, cadavérés, et des adjectifs, j'en oublie encore. Certains selon un modus operandi similaire, voire identique, à celui qui a conduit à la mort tragique de Chirine, et d'autres dans des circonstances qui dépassent encore l'entendement. Souvenez-vous des journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, kidnappés puis assassinés au Kidal, au Mali. Souvenez-vous du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, haché comme une bête sauvage, ou encore tout récemment du journaliste mexicain Armando Linares, retrouvé sans vie, le corps criblé de balles. Des exemples comme ceci, on peut les multiplier à l'infini, tellement le nombre des victimes est innombrable. Et à chaque fois, des bouches crient, des voix s'élèvent pour condamner les crimes. Et comme toujours, tout à coup, comme par une loi d'attraction irrésistible, plus rien, le temps qu'un nouvel assassinat s'est perpétué à l'encontre d'un journaliste, et cette fois-ci en pleine journée ou au milieu de la nuit, et pourquoi pas devant les objectifs des caméras. Peu importe les temps et l'espace, les assassins agissent désormais les visages découverts. Leurs adresses sont connues de tous, et pourtant, leur impunité est érigée en principe irréfutable. Réduite à des principes abstraits et à des concepts vaseux, le droit international n'a plus aucun effet dissuasif. Par conséquent, les auteurs de violences visant les journalistes errent dans la nature, en toute liberté et quiétude, sans pour autant être inquiétés ou au moins interpellés. Faut-il se résigner par fatalisme, ou plutôt insister pour une application stricte du droit international? La question peut être reformulée de la façon suivante. À quoi cela sert-il d'avoir un arsenal juridique aussi intransigeant et protecteur soit-il s'il ne peut être concrètement mis en pratique? Revenons à Chirine. Diplômée en architecture de la prestigieuse Université jordanienne des sciences et technologies, rien ne l'a prédestinée de prime abord au journalisme. Si ce n'est la quête infinie de la vérité, ou tout du moins d'une information fiable et transparente. Et peut-être, il faut l'avouer, son amour viscéral pour sa terre natale, la Palestine, à laquelle son sang est désormais à jamais mêlé. 6 mois se sont écoulés depuis son assassinat, nombreuses enquêtes ont eu lieu et leurs conclusions sont accablantes à l'égard de l'armée israélienne. Très rapidement, celle-ci rejette substantiellement tous les rapports des enquêteurs, totalement déconnectés de la réalité selon elle, et prône une enquête balistique de la balle par laquelle Chirine a été touchée. Enfin, l'examen balistique a eu lieu. Les autorités israéliennes ont publié le 5 septembre dernier les conclusions finales de leurs enquêtes, où elles reconnaissent du bout des lèvres la forte possibilité que Chirine ait été touchée par un tir d'un soldat israélien. Le soldat en question en est désolé. Cela suffit manifestement pour clore définitivement l'enquête. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous l'avez compris, il ne s'agit pas là d'un conte funeste, mais d'une histoire macabre, d'une voix qui a été étouffée, d'une plume brisée et d'un exemple journalistique physiquement liquidé. Nul besoin d'être devin pour prédire que Chirine ne sera pas la dernière. Non, non. Les victimes se succéderont les unes aux autres. Tant que l'inertie est la règle, nous serons condamnés à revivre l'histoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cher auditoire, j'aurais bien aimé finir sur une note positive et vous dire que les responsables de l'assassinat de Chirine seront bientôt jugés et que la justice sera bientôt faite. Ce serait purement et simplement vous mentir. Car il ne vous échappera pas que l'enquête a été classée sans suite et que toutes les voix, rappelez-vous, qui se sont élevées seront tôt ou tard emportées comme un souffle vain
dans les vents violents de l'ouragan. Et si par extraordinaire, les cris d'une bouche téméraire finissent par atteindre la conscience humaine de la communauté internationale, s'il y en a toutefois une, ils se perdront à coup sûr dans la rafale des vétos des plus puissants. Dans un monde marqué par un libéralisme débridé et pervers, prisonnier d'un mercantilisme bête et méchant, se caractérisant par les triomphalismes contemplés des intérêts individualistes, la lâcheté monnaie courante. Ainsi, il serait difficile, en tout cas pour certains, de pointer du doigt les coupables. Dans ce monde-là, il y a ceux qui condamnent avec bravoure et aisance toutes les atrocités, de quelque part qu'elles viennent et quelles qu'en soient les victimes. Et puis, il y a des autres. Ceux qui se contentent, je dirais presque, de se gargariser des grands discours et des faux slogans afin de se donner bonne conscience et continuer leur chemin en détournant les regards. Oui, j'y insiste, à l'heure qu'il est, il n'y a pas d'autre réalité qui profile à l'horizon que celle-là. Alors, si la vie des journalistes est si sacrée, si la liberté de la presse est nécessairement fondamentale, si la primauté du droit international est cardinale, si les droits de l'homme sont universels, je vous conjure, mesdames et messieurs, de condamner sans plus tarder, aujourd'hui, maintenant, les laxismes de la communauté internationale qui génèrent une permissivité épouvantable. Vous aurez pris les partis des victimes, les journalistes qui meurent. Avec eux, s'éteint la lumière de la vérité. Quant à moi, je plains ceux qui tuent.